Bonjour à tout le monde, c'est un privilège pour moi en tant que représentant de l'autorité du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de vous présenter un petit peu ces activités et surtout de le présenter en abordant la thématique des enjeux auxquels on est confronté comme autorité, le rôle que l'on a à jouer et ainsi que les contraintes auxquelles on est confronté. Les enjeux, j'en ai répertorié 7 et je vais les prendre dans un ordre chronologique et vous verrez qu'il y a une certaine logique de le présenter sous cette forme parce qu'on a bien évidemment un état de fait comme on l'a signalé dans notre rapport annuel où on vit dans un monde numérique et on a toujours une approche qui est liée au fait qu'on estime que ce monde numérique apporte beaucoup d'avantages. Nous, sous l'angle du préposé fédéral, on y voit effectivement des opportunités en face des risques qui existent. L'énorme difficulté auquel on est confronté, c'est que ce monde numérique, il est lié à un très grand nombre de domaines concernés. C'est-à-dire que ça touche tous les domaines. Ça ne touche pas simplement une entité particulière. Ça va du divertissement aux assurances, à la convention, aux télécommunications, au transport. Et ça implique, pour une autorité comme la nôtre, d'être confrontée à toutes ces mises en œuvre de ce monde numérique, que ce soit les applications de santé ou que ce soit la mise en œuvre d'utilisation de vidéosurveillance, de biométrie, etc. Par rapport à cet enjeu, j'ai trouvé intéressant de citer mon confrère Sylvain Métil, qui animera ensuite la table ronde, qui disait comment on peut situer par rapport à la sphère privée, par rapport à tous ces grands domaines auxquels on est confronté. Sa réaction était de dire restons pragmatiques, on ne peut pas totalement se déconnecter du monde numérique à l'heure actuelle, on n'a pas le choix, mais on devrait prendre le temps de réfléchir à ces outils, à l'usage que l'on en fait, à la possibilité de les remplacer par d'autres outils plus respectueux. Et je pense que c'est une démarche qui est très importante, même si on a une autorité comme la nôtre, que ce soit une autorité fédérale ou des autorités cantonales de protection des données, on peut jouer un autre rôle, et je vais y revenir, que si les gens ont une approche de réflexion, c'est-à-dire de se dire, bon, on me met à disposition des outils, mais est-ce que c'est vraiment que ces outils-là que je dois utiliser parce qu'il en existe peut-être d'autres qui respecteraient mieux ma vie privée, mais on ne fait pas cette réflexion. En lien avec tous ces enjeux, il y a, par rapport à tous les domaines qui sont concernés, il y a aussi tout le développement des nouvelles technologies. On a maintenant, bien évidemment, tous les enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle qui changent complètement la manière de fonctionner du monde numérique, tous les problèmes liés aux décisions automatisées et tous les autres développements technologiques qui viennent et qui impliquent pour une autorité comme la nôtre de devoir apporter des réponses à ces questionnements. Je vais citer encore 2 autres personnes avant de continuer mon entretien. C'est Jean-Philippe Walter qui me précédait à ce poste et puis à qui on disait dans ce monde numérique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens ne sont pas concernés? C'est un des soucis pour nous comme autorité, c'est d'interpeller, comme il le dit lui-même, ça m'interpelle, je constate qu'il y a une grande insouciance de la population. Les citoyens sont aujourd'hui facilement alléchés par les aspects pratiques des technologies sans s'intéresser à ce qui se cache derrière. Et je pense que c'est un élément fondamental. On est confronté à une quantité incroyable de demandes de personnes privées qui s'adressent vers l'autorité, qui dit « Ah, il y a eu tel traitement qui n'est pas en ordre, il y a eu tel problème qui est fait », mais sans qu'ils se rendent compte que souvent, ils sont eux-mêmes responsables de ce qui arrive, c'est qu'ils ont mis eux-mêmes les photos sur Facebook, ils ont mis eux-mêmes leurs données à disposition, sans avoir une certaine approche un petit peu réfléchie sur les conséquences que ça pourrait donner. Alors l'autorité peut après faire des contrôles, faire de la sensibilisation, mais à la base, il y a aussi une réflexion personnelle qui doit être faite. Et comme on vous l'a annoncé, le professeur Morin ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui, mais il a donné une autre réflexion qui me paraissait aussi importante. D'un côté, on a l'autorité que je représente, mais il y a aussi un point important, c'est qu'il faut que les personnes se réapproprient leurs propres données. On a un élément important, réappropriation des données par l'individu. C'est à la personne concernée de toujours partir l'idée que les données, c'est ses données. Même s'il y a des autorités, il y a une réglementation qui est censée là pour le protéger, mais à la base, il faut qu'il y ait ce réflexe de partir de l'idée que c'est à nous d'avoir ces réflexes de réappropriation des données.
En lien avec tous ces différents enjeux, il y a les nombreuses sollicitations d'accompagnement de projets ou de conseils auxquels une autorité comme la nôtre est confrontée. Il n'y a pas une journée sans qu'on ait demandé à participer, à consulter sur une nouvelle application de santé ou de la multimobilité dans le domaine des transports ou bien une nouvelle manière de surveiller les employés. Et pour chacune de ces nouvelles possibilités, l'autorité est confrontée à des demandes d'accompagnement en disant « mais on veut être sûr de faire juste, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Pour nous, c'est un enjeu extrêmement délicat à gérer parce que, comme vous allez le voir, on a aussi un certain nombre de ressources limitées pour faire cette activité. En complément à tous ces enjeux, il y a un autre élément que des fois on oublie, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'acteurs impliqués. J'ai pris cet exemple dans le domaine du divertissement pour ceux qui aiment le foot, mais je pourrais en prendre d'autres. Si on aborde des traitements de données faits dans le domaine de l'UEFA ou de la FIFA, qui sont, je rappelle, des organismes de droit civil suisses, donc c'est notre autorité qui en ont la responsabilité en termes de contrôle. Lorsqu'on veut savoir comment les traitements de données se font auprès de ces organismes, on n'est pas confronté qu'à cet organisme, mais à plein d'autres acteurs qui sont aussi liés à ça, liés par exemple au traitement de données fait pour le marketing, mais ça intéresse la SF ou la Swiss Football League, les clubs qui traitent les données, l'Office de la police qui a la banque de données Hooligan, qui donne une partie de données aux clubs pour faire les contrôles aux entrées de stade. Donc, nous, comme autorité, si on veut faire un contrôle ou respectivement accompagner un projet de traitement de données dans ce domaine-là, on a une quantité de partenaires de discussion différents, ce qui ne facilite pas ni notre conseil, respectivement le contrôle, parce que souvent on nous dit donnez-nous la documentation, et lorsqu'on réalise qui traite quelles données, on se rend compte que ce n'est pas forcément l'organisme qui on s'est adressé qui est vraiment là où il y a le problème, mais c'est un autre organisme ou un partenaire de cet organisme-là. En plus de la largeur des domaines, on a la complexité des domaines. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des projets informatiques en particulier. Là, j'ai pris l'exemple du dossier électronique du patient. Lorsqu'on a eu les premiers contacts avec l'Office de la santé publique et e-health, on s'est tout de suite rendu compte que la difficulté pour notre autorité était de voir une vue d'ensemble des flux de données. Et en plus, on a un problème complémentaire, c'est qu'on a un mélange dans le domaine de base juridique, c'est qu'il y a un mélange entre la partie privée et publique, c'est-à-dire que des hôpitaux cantonaux qui seraient soumis à la compétence de surveillance des autorités cantonales de protection et dont j'ai pas mal de collègues dans la salle. On se retrouve confronté au fait que dans le système du dossier électronique du patient, ces hôpitaux cantonais fonctionnent sous forme de communautés, mais ces communautés, c'est des communautés de droit privé et qui retombent dans la compétence de contrôle du préposé fédéral. S'ajoute le fait que l'Office de la santé publique a aussi un contrôle sur les certifications de ce système. Donc on a des enjeux de complexité à gérer et pas simplement on aimerait vous confier un dossier à examiner et vous nous donner le feu vert. Et tous ces enjeux doivent être vus dans un ensemble de développement du cadre légal actuellement en cours. Alors on a bien sûr la révision de notre très ancienne loi qui date de 1992, qui avait eu en 1989 un coup de pouce malheureux avec l'affaire des fiches qui avait obligé le Parlement à se saisir vraiment du caractère sérieux de cette loi pour la faire entrer en force. Et dans ce contexte-là, on espère pouvoir, d'ici le printemps, à la session de mars de cette année, clore les débats au niveau du Parlement entre les dernières divergences qui restent entre les commissions des institutions politiques qui a traité maintenant au niveau du national et la version actuelle du Conseil des États. Ces enjeux sont importants parce que ça se met dans le cadre de développement de la révision du cadre juridique européen avec d'une part la transposition dans le domaine justice et police, mais également bien évidemment du RGPD. Un élément aussi important par rapport au cadre européen, il y a la Convention 108, qui est la convention de base dans le domaine des droits de l'homme pour le traitement des données personnelles, avec la signature au 21 novembre de la Convention 108+, la convention modernisée, et le message du Conseil fédéral pour ratifier cette convention. Un élément important, la semaine passée, la Commission des institutions politiques du Conseil national a approuvé lors de son vote le message
pour le faire passer en plénum et approuver la version du Conseil fédéral pour ratifier cette fois, non pas seulement signer, mais ratifier cette convention, ce qui est un signe extrêmement important pour la Suisse, dans le sens où c'est en lien avec le dernier point que j'ai signalé, ça, c'est-à-dire la décision d'adéquation qui est actuellement en analyse au niveau de la Commission européenne. Et c'est clair que la composition, le fait de mettre ensemble la révision de notre loi plus une signature, une ratification de la Convention 108 sont des éléments importants pour pouvoir maintenir cette adéquation. Tous ces enjeux m'amènent à vous aborder le sujet du rôle. C'est comment nous, comme autorité de protection des données, on se positionne dans notre rôle légal que nous confie la loi. Alors j'aimerais quand même signaler qu'on parle toujours du préposé fédéral, mais que finalement il y a de nombreux acteurs qui sont concernés. Il y a bien évidemment au milieu la personne concernée, comme je l'ai dit avant, qui a pour principal objectif de se réapproprier ces données. Et autour de la personne concernée, il y a bien évidemment le préposé fédéral, les autorités cantonales de protection des données, mais il y a aussi plein d'autres acteurs comme les associations de consommateurs, les conseillers à la protection des données, et avec la révision de la loi, aussi des obligations beaucoup plus fortes qui sont données maintenant aux responsables du traitement, aux sous-traitants, pour traiter ces données de manière adéquate. Vu le temps imparti, j'ai repris à titre principal 3 acteurs que je vais mettre en évidence. Bien évidemment, l'autorité que je représente, mais aussi, j'aimerais dire un mot sur les associations de consommateurs et les conseillers à la protection des données. Tous ces organismes, bien évidemment, ont un rôle à jouer par rapport aux tâches de contrôle que représentent les autorités de protection des données. C'est un thème connu. On estime qu'en Suisse, la numérisation est un élément fondamental du développement économique suisse. Par contre, nous, comme autorité, on a des moyens extrêmement limités. On a quelques espoirs que ça s'améliore. Au niveau cantonal, dans les budgets de cette année, on a eu des bonnes nouvelles de certains cantons ont obtenu une augmentation de leurs postes à Zurich, Bâle, en Argovie, Vaud et Zug. Mais si vous voyez les chiffres, c'est de l'ordre de 0,8%, etc. Donc c'est un poste à gauche, à droite. Au niveau du préposé fédéral, on espère, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, également pouvoir voir nos ressources augmenter. Si maintenant je viens au rôle du préposé fédéral, on a toute une liste qui nous est donnée comme compétence entre la surveillance des organes fédéraux, les services, les personnes privées, le conseil, le soutien, des avis, l'information du public ou la tenue d'un registre des fichiers. Il y a 2 tâches que j'estime être absolument fondamentales. L'une, c'est la partie conseil. Alors dans le conseil, on peut bien sûr voir l'information, la sensibilisation, respectivement l'accompagnement de projets. Et l'autre, c'est le contrôle. Si je prends nos tâches de conseil, on essaye en termes d'information, parce que c'est la meilleure manière de faire en sorte que les acteurs, autres acteurs, que ce soit les responsables de traitement, les personnes concernées, aient les informations utiles. On essaye d'avoir notre site internet toujours à jour, où on peut chercher par thématique comment les données doivent être traitées, que ce soit dans le domaine du commerce, de l'économie, des renseignements, de la police et autres. Respectivement, on a toute une série de publications, de guides, de bulletins d'information et autres lettres types qui permettent aux personnes de faire valoir leurs droits ou aux responsables de traitement de suivre ces guides et recommandations que l'on peut faire. Mais il y a une tâche à laquelle je veux venir vraiment de manière importante, c'est nos tâches de contrôle et de surveillance, parce que c'est une tâche que seule l'autorité peut vraiment accomplir de par ses compétences légales. Dans le domaine du conseil, on peut avoir plein de bureaux de conseil, de bureaux d'avocats, de personnes qui peuvent jouer leur rôle de conseiller. Mais si on voit l'importance de ces contrôles, c'est ces éléments-là que notre autorité doit vraiment mettre en évidence pour corriger le tir quand on se rend compte qu'il y a des traitements qui ne sont pas effectués. Et on est la seule autorité à pouvoir le faire, en collaboration bien sûr avec nos collègues des préposés cantonaux. On a pour l'instant, bien évidemment, que ce soit dans le secteur fédéral ou dans le secteur privé, je l'ai juste mis en rouge, on peut faire que des recommandations. Maintenant, les recommandations du préposé, elles ont quand même un certain poids, dans le sens où du moment qu'on les publie, pour l'organe qui est contrôlé, recevoir des recommandations lui fait de toute façon une mauvaise presse. En général, nos recommandations soient acceptées. Si ce n'est pas le cas,
on les porte devant le tribunal administratif fédéral ou le tribunal fédéral. Dans le secteur privé, c'est le même problème. On n'a pour l'instant que des pouvoirs de recommandation. Dans le futur, les pouvoirs de décision nous seront donnés par la loi. J'ai donné un certain nombre d'exemples pour vous montrer la largeur des compétences que le préposé fédéral a, par exemple dans le domaine des contrôles dans le secteur public. On a par exemple fait ces dernières années beaucoup de contrôles dans les ambassades pour voir comment les traitements de données étaient faits pour l'attribution des visas Schengen, mais aussi auprès des corps de garde frontières, des ministères publics de la Confédération et autres. On collabore avec nos collègues cantonaux pour les contrôles qui touchent la partie cantonale et fédérale de Schengen. Ça touche les contrôles auprès des services de renseignement. Ça peut toucher les contrôles dans le domaine des profils d'ADN, de la vidéosurveillance ou encore dans le domaine de la statistique. C'est un domaine qui devient de plus en plus problématique parce qu'on parle souvent que des données statistiques sont anonymes, mais à l'heure actuelle, elles le sont de moins en moins. Avec tous les appariements, c'est pratiquement plus possible de vraiment parler de données anonymes. On peut parler éventuellement de données pseudonymisées, mais l'anonymisation, dans le monde actuel, ça devient pratiquement impossible. On a les contrôles qui sont effectués auprès des assureurs maladie pour les services de réception. On voit aussi de nouveau la complexité de ces activités-là. Et on a aussi des fois des activités de contrôle auprès des contrôleurs eux-mêmes. Par exemple, aller contrôler le contrôle fédéral des finances qui lui-même traite aussi des données. Et ça, c'est qu'une autorité qui a cette compétence légale de pouvoir faire ce contrôle. Dans le cadre d'espèces, c'est un contrôle sur les whistleblowers qui annoncent des cas de corruption au contrôle des finances. On voulait voir comment le contrôle des finances traitait ces données de manière correcte dans leurs fichiers. On a des compétences de contrôle dans le secteur privé. Ça devient de plus en plus difficile à assurer toutes les demandes de contrôle qu'on fait. J'ai pris l'exemple classique de collecte de données dans le domaine de la Coop et de la Migros qu'on a eu contrôlé par le passé, que ce soit la vidéosurveillance dans les magasins ou des communications données vers d'autres autorités. Là, c'est un contrôle dans le domaine des banques, auprès de certaines banques comme Crédit Suisse, Julius Baer par exemple, sur comment étaient communiquées les données vers les autorités des États-Unis. Et récemment, on a encore fait des recommandations dans le domaine de l'information de crédit, de la TSEC, ou bien le vol de données chez l'entreprise de recouvrement EOS. C'est des exemples de contrôle frappants parce que dans le cas d'EOS, ils nous ont annoncé avoir eu des problèmes de vol de données ou de perte de données. Ce n'était pas clair ce qui était réellement arrivé. Mais ce qui était sûr, c'est qu'en faisant cette annonce, on s'est rendu compte que les données qu'ils s'étaient fait dérober étaient des données qu'ils n'auraient pas dû avoir. C'est-à-dire que pour faire du recouvrement de crédit auprès d'une personne, vous pouvez lui dire que un médecin vous a mandaté de récolter les 500 francs que vous n'avez pas payés, mais l'entreprise de recouvrement n'est pas censée avoir l'ensemble de votre dossier médical chez elle. Et le résultat, c'est qu'elle a des données qu'elle n'aurait pas dû avoir, et en plus, il y a un risque de les perdre. Donc, c'est des contrôles qui sont absolument ensuite déterminants pour pouvoir corriger ce genre d'activité. On a enfin des contrôles qui touchent les deux secteurs, secteur public et privé. À l'époque, la carte d'identité était par exemple faite par la société Trub pour l'Office fédéral de la police. Il fallait vérifier si ces données étaient faites correctement dans le secteur privé ou public. Ou plus récemment, les contrôles qu'on a faits auprès des CFF dans le domaine du Swisspass, où les CFF ont d'un côté un rôle concessionné, donc ils partent sur du droit public, mais en même temps, ils veulent avoir une approche de relations privées avec leurs clients. Donc les traitements de données sont faits sur deux régimes juridiques différents, ce qui implique aussi pour nous, en tant qu'autorité, des contrôles qui sont aussi différents. En lien avec le rôle que l'autorité a au niveau du préposé fédéral, la révision de la loi prévoit beaucoup d'autoréglementation, qui est quelque chose qu'on peut, nous, que saluer pour que les responsabilités soient mieux partagées. Mais pour le préposé en soi, ça ne résout pas forcément ces problèmes de ressources, parce que si on regarde les codes de conduite, ils peuvent être soumis facultativement au préposé pour qu'on rende un avis, ce qui est très bien, mais qui va impliquer aussi des tâches nouvelles, ou les clauses types et les règles d'entreprise contraignantes qui sont élaborées dans le secteur privé, mais qui sont aussi approuvées par le préposé.
Ou si je prends dans la révision de la loi les obligations du responsable de traitement, qui sont des obligations nouvelles qu'on a déjà essayé de mettre en place pour améliorer leur manière de traiter les données telles que le privacy by design, by default, etc. Mais dans toutes ces nouvelles obligations, il y en a aussi certaines qui impliquent des nouvelles tâches pour le préposé. C'est notamment l'annonce des violations au préposé qui fait qu'on devra établir comment on va fonctionner. L'année passée, à la conférence européenne de protection des données à Tbilissi, les collègues des autres autorités nationales étrangères qui expliquaient les conséquences de l'entrée en vigueur du RGPD expliquaient bien qu'ils avaient été bombardés de nouvelles annonces de violations et que c'était un challenge pour elles de donner une suite à toutes ces annonces parce que le réflexe de certains responsables de traitement dit bon, ben, on a eu une perte de données, un vol, on l'annonce, et puis après on a posé, vous m'excusez l'expression, la patate chaude vers l'autorité, et c'est à l'autorité de résoudre le problème, alors que c'est le responsable de traitement qui doit trouver une solution pour, un, éviter que ce genre d'erreurs se reproduisent, et puis deux, et c'est souvent ce qui les pose problème, c'est d'informer les personnes concernées de cette violation. Et on doit ensuite, dans le futur, maintenant on a déjà des annonces, mais il n'y a pas un caractère obligatoire, mais dans le futur, on devra, comme autorité, s'assurer que l'annonce est faite, mais que les mesures qui ont été prises soient réellement mises en œuvre par le responsable du traitement. Dans les derniers exemples, les analyses d'impact, qui sont un instrument absolument fondamental pour améliorer les traitements de données par les responsables de traitement, mais dans certains cas, lorsque l'analyse révèle que le traitement présente un risque élevé, il y aura une consultation de notre autorité pour prendre position et on aura un certain délai pour publier nos objections si on estime que l'analyse de risque est pas, ou l'impact n'est pas suffisante. On aura dans le futur des nouvelles compétences de contrôle avec un mécanisme un peu différemment. Dans l'état actuel de ce qui est prévu dans le projet de loi, a été ajouté que le préposé ouvre d'office ou d'intention si des indices suffisants que le traitement est contraire à la disposition de protection des données. On devra encore mettre notre pratique en place pour voir qu'est-ce qu'on entend par indice suffisant, puisque c'est quelque chose qui a été rajouté dans le projet de loi. On aura le pouvoir de rendre des décisions ou d'ordonner si il y a un refus de collaborer avec nous. Et surtout, il y aura, ce qui est nouveau pour nous, la possibilité de rendre des décisions et d'ordonner la suspension ou l'effacement, par exemple, de données personnelles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque, comme je l'ai dit, on n'avait que des pouvoirs de recommandation. Alors, je ne voulais pas rentrer dans tout le détail, mais c'est simplement pour vous donner la vue de ce qui attend notre autorité de protection de données avec la révision de la loi. La révision prévoit encore toute une série d'autres tâches en termes d'information, de conseils, d'avis sur les projets législatifs. C'est une tâche que l'on fait déjà actuellement, mais qui va se poursuivre avec la révision de la loi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris un extrait du message du Conseil fédéral qui prévoit pour le préposé fédéral une dizaine de postes supplémentaires. Et je vais venir maintenant sur la partie des contraintes auxquelles on est confronté, mais l'ampleur de la tâche qui nous attend par rapport à ces 10 postes va, on l'espère, améliorer notre situation, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à répondre à toutes les attentes qui sont placées en nous. Actuellement, c'est ce qui est planifié avec l'augmentation de nos postes et de la révision de la loi. Si je prends maintenant l'ensemble des rôles du préposé, j'ai dit il y avait le préposé fédéral, il y a deux autres acteurs que j'aimerais juste mettre en évidence, que je trouve qu'ils ont une importance vraiment capitale à jouer en complément à notre activité. L'une, c'est le rôle des DPO, des conseillers à la protection en entreprise. C'est un rôle qui est fondamental auquel nous, on a toujours essayé de donner du poids. On fait aussi de la formation, que ce soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande, auprès des associations de conseillers à la protection des données, parce que c'est des interlocuteurs privilégiés, entre guillemets, pour nous. C'est eux qui connaissent le mieux leur entreprise, c'est eux qui peuvent mieux, au service de leur entreprise, sensibiliser leurs responsables au traitement de données qui sont faits. Et respectivement, si on regarde dans
notre site actuel, on a mis toute une série de conseils, comment ces conseillers en entreprise peuvent fonctionner. Mais dans le futur de la loi, il y a aussi toute une série d'activités qui est attendue de la part de ces conseillers. J'ai cité avant, par exemple, le Privacy by Design, de développer des projets dans l'entreprise, mais toujours dès la conception et pas à la fin de l'exercice et puis de se rendre compte que tout d'un coup, on a des problèmes de traitement de données, ou développer ces analyses d'impact, ou de faire l'annonce auprès du préposé, par exemple, de violation de sécurité. Donc, ce rôle-là est déjà maintenant fondamental, mais est amené à devenir de plus en plus important. Et puis, dans les autres acteurs que je voulais signaler, et pas seulement parce qu'on a un représentant de la FRC qui va prendre la parole après moi, mais j'estime que c'est un rôle important. J'ai pris l'exemple de la Fédération romande des consommateurs, mais ils ont un rôle important dans le sens où, c'est clair, leur tâche première, c'est la défense des consommateurs. Ça ne se touche pas que l'aspect atteinte à la sphère privée, mais il y a un très grand rôle de sensibilisation. Et on s'est rendu compte que dans certains cas, on a maintenant le cas de cette enquête norvégienne qui a été faite sur des applications mobiles. Pour nous, comme autorité, on se rend compte à quel point c'est important que les gens soient sensibilisés, puis se disent « Ah, oups, effectivement, là, on n'avait pas vu le problème », et puis on se rend compte qu'il y a certains traitements des données auxquels je devrais faire plus attention, plutôt que simplement, comme je l'ai dit en introduction, dire « Ah, c'est très pratique, et puis je l'utilise, et puis je me poserai la question plus tard. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter, il y a une autorité qui est là pour me protéger. » On a des moyens limités pour le faire. Je viens maintenant aux contraintes. C'est la partie que je préfère toujours présenter parce que ça permet de bien faire comprendre un point sur les contraintes auxquelles le préposé fédéral est confronté. D'une part, il y a les attentes qu'on place envers nous. Alors là, maintenant, je peux vraiment vous dire, vu que ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans ce secteur, on peut parler d'un changement de paradigme parce qu'il y a eu une époque où, pour n'importe quel responsable de traitement, le but, c'était il ne faut surtout pas que le préposé fédéral s'en mêle parce qu'il va bloquer, il va freiner, il va dire que ça ne va pas. On a même eu fait des contrôles où dans les documents, on trouvait au dos du document à ne pas montrer au préposé. Donc, c'est pour dire à quel point l'idée était, à mon avis, fausse de quel était notre rôle, mais ça fonctionnait comme ça. Et maintenant, on se retrouve confronté à un autre système, c'est que il y a actuellement, j'ai exagéré en disant aucun projet technique ou législatif qui démarre sans que le préposé soit impliqué, mais c'est un petit peu cette tendance où, que ce soit dans le domaine du conseil de l'accompagnement, il y a une volonté, autant dans le secteur public que dans le secteur privé, de dire qu'il faut absolument qu'on ait eu à un moment ou un autre un contact avec le préposé fédéral pour qu'on puisse dire qu'il est au courant, qu'il a donné son feu vert. Et c'est un problème parce que souvent on vient vers nous sans qu'on ait vraiment le temps d'analyser dans le détail. Mais on voit après dans la presse des extraits, on dit « Ah, mais on est en contact avec le préposé, tout est en ordre ». Et ça donne une fausse attente envers les gens qui disent « Ah bon, alors si le préposé est au courant, ça veut dire que tout est en ordre ». Alors que souvent, c'est des premiers contacts qu'on essaye de soigner avec nous, mais qu'on ne permet pas d'analyser dans le détail les traitements qui sont faits. Et vis-à-vis des attentes de nos activités de surveillance, il y a aussi une certaine incompréhension et certaines critiques. Pourquoi vous contrôlez ce secteur et pas celui-ci? Pourquoi vous faites tel ou tel contrôle alors qu'on trouve qu'il y aurait d'autres secteurs beaucoup plus importants? Et là, il y a un vrai problème de communication qu'on doit améliorer pour expliquer dans quel contexte on a pris ces décisions de contrôle. Nos ressources, dans notre rapport d'activité, on a clairement mis qu'on reconnaissait qu'on n'avait pas pu répondre aux attentes, amener tous les contrôles qui étaient souhaités. On a une avalanche d'annonces de cas par des personnes qui ont dit « Ah, je sais que là, il y a un traitement qui n'est pas en ordre, vous devriez contrôler, vous devriez le faire ». Respectivement, dans le domaine de l'accompagnement de projets, on l'a aussi mis dans notre rapport d'activité, on dit on n'est toujours pas en mesure de répondre. Et pour vous donner un exemple sur les centaines de demandes d'accompagnement ou de conseils qu'on reçoit par mois, il y a plus ou moins une moyenne de 80 demandes qui reçoivent de notre autorité une réponse type standard qui dit on a bien pris connaissance, on vous remercie de nous signaler le problème, mais vous pouvez agir sous langue civile, nous on n'a pas les ressources pour enquêter ou pour vous accompagner dans ce projet. Et là je peux comprendre une grosse frustration des gens, surtout si par exemple ils sont passés par des collègues cantonaux
Puis le canton dit « Ah ouais, mais ça, ce n'est pas un cas qui relève notre compétence, voyez avec le préposé fédéral. » Et puis quand la personne vient vers nous, on dit « Ah ouais, ben nous, on ne peut rien faire. » Et on se dit « Mais à quoi sert que je paye des impôts si finalement il n'y a personne qui agit ?» Mais ça vient en lien aussi avec les ressources qu'on nous donne. C'est notre organisation actuelle, et je vais arriver pratiquement au bout. Si on regarde tout à gauche ou à droite, selon comment on se place, de l'organigramme avec les teams 1, 2, 3, quand on voit des teams qui s'occupent de tout le secteur santé, assurance, droit du travail, personnel, ou toute une équipe qui s'occupe de transport, de mobilité, Schengen et autres, il faut s'imaginer que ça représente chaque fois un chef d'équipe avec 3 juristes. Mais c'est ces 3 juristes qui font les mêmes contrôles dans le domaine des transports, qui l'après-midi s'occupent des problèmes des contrôles auprès des services de renseignement, et puis qui le lendemain doivent s'occuper de conseils dans le domaine du Privacy Shield. Donc, on a des limites de ressources malgré toute notre bonne volonté, et on espère vraiment qu'avec les nouvelles ressources qui nous seront attribuées, il y aura une prise de conscience sur l'attente que vous pouvez avoir envers nous. Et le dernier point, et je vais arriver à la conclusion, les contraintes à laquelle on est confronté, c'est les impondérables extérieurs, c'est-à-dire que sans cesse, on a des nouveaux cas qui nous ont annoncé. L'année passée, on avait fait un programme de nos activités de contrôle en juin, mais je n'avais pas prévu qu'en juillet, on nous annoncerait qu'on est compétent pour Libra, qui a fait une société à Genève, et puis qu'on se retrouve avec des demandes des États-Unis pour dire qu'est-ce qu'on va maintenant faire et qu'est-ce que fait le préposé fédéral, ou des demandes des médias, ou des demandes de prise de position. Il y a une nouvelle app, on veut absolument l'avis du préposé, et on n'est pas dans la situation, et je l'ai mis comme exemple, du contrôle des finances, qui peut dire cette année, je publie sur mon site, voilà les 10 contrôles que je prévois, ils peuvent faire leur planification plus ou moins d'après ce qui était prévu. Nous, on fait notre planification, et puis la semaine suivante, elle est déjà à être adaptée, parce qu'on ne peut pas dire, ah, il y a un grand scandale, non, ben, on ne s'intéresse pas. Swisscom a perdu 1 million de données, ben, venez l'année prochaine, nous, on s'occupera de ça plus tard. Donc, on a des impondérables extérieurs qui sont extrêmement difficiles à gérer et qui sont pour nous, comme autorité, une contrainte supplémentaire à toute la liste que je vous ai déjà citée. Et j'arrive à ma conclusion, comme ça, il n'aura plus besoin de remonter les 2 minutes qui me restent. Si on prend un petit peu tous les enjeux que j'ai présentés sur la largeur des domaines, sur les nouvelles technologies, sur le rôle qu'on attend de l'autorité de conseil et de contrôle que le préposé joue, et puis les contraintes, notamment de ressources auxquelles on est confronté, je maintiens qu'on a effectivement, et on le reconnaît, une position centrale à jouer. C'est nous qui sommes l'autorité de base pour contrôler. Mais, et j'aimerais insister, on n'est pas le seul acteur. Et en complément, je pense que si tous les autres acteurs que j'avais listés avant prennent aussi conscience de leur rôle, que ce soit, je pense que les médias ont aussi un rôle important. Il y a eu une époque où les médias s'intéressaient peu au domaine. Maintenant, il n'y a pas un jour sans qu'il n'y a pas un article qui touche de près ou de loin à la sphère privée. Les responsables de traitement, mais je maintiens encore une fois, les personnes concernées, et je conclus là-dessus, ils ont tout le travail que le préposé fait, respectivement les autorités ou les associations de consommateurs, ont un but finalement, c'est de rendre à la personne concernée son autodétermination. C'est à vous et moi de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'on accepte de faire avec nos propres données, qu'on se les réapproprie, qu'on ait moins d'insouciance et surtout moins d'attirance par les aspects pratiques des nouvelles technologies. C'est super, il y a une nouvelle app, mais de se poser la question, il n'y aurait pas quelque chose qui serait peut-être moins attentatoire à ma vie privée. Et puis, prendre le temps de réfléchir à certains outils et aux possibilités de les remplacer. Il y a par exemple des systèmes d'adressage par mail qui sont chiffrés, qui sont beaucoup plus sûrs. Je ne vais pas faire de la publicité maintenant, mais c'est des réflexions qu'on doit faire et pas se poser la question quand c'est trop tard et puis que la moitié de votre vie privée est partie dans la nature parce que quelqu'un a fait un hacking de votre smartphone. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu une vue d'ensemble des enjeux du rôle et surtout des contraintes auxquelles une autorité comme celle que je représente aujourd'hui devant vous doit travailler. Et je vous remercie de votre attention.